François compte consacrer le samedi 13 juin à la réflexion. En ce début de matinée ensoleillée, il fait le point. Ayant reçu le rapport des sergents de ville, il sait désormais que tous les hommes interrogés ont un alibi. Tous, mis à part Léon, qui vit isolé, mais lui est bien le seul à pleurer la mort de sa bien-aimée. L'arme du crime n'a pas encore été retrouvée. L'inspecteur a vérifié auprès de l'une des portières. Le béguinage est fermé la nuit et Clotilde a encore été vue vivante la veille après la fermeture du béguinage. Il faudrait que je vérifie auprès de la seconde portière, pense le policier. Mais si l'enclos était bel et bien fermé la nuit, la coupable est forcément une béguine. Ou le curé, les maîtresses, les quatre ensemble, Imelda à cause du chat, Barbara, pas Eulalie la bigote tout de même. François projette de mener d'autres entretiens. Pour l'heure, il a l'intention de se rendre à l'entrée et à l'église du béguinage pour interroger la portière et la sacristaine. Il interroge Philomène, la seconde portière. Les deux habitent la maison à côté de l'entrée. Elles contrôlent les entrées et sorties des béguines et des visiteurs, et elles en font rapport à la grand-maîtresse. Elles ouvrent et ferment la porte au tintement de la cloche du matin et du soir. Ces heures sont précisées dans les statuts et varient selon la saison. En hiver, le béguinage est fermé à 20 heures, en été à 21 heures. Philomène confirme ce que l'officier savait déjà. Il se rend donc à l'église pour entendre Marie-Françoise, la sacristaine. Le samedi matin, Thérèse surveille ses frères et sœurs pour permettre à sa mère d'économiser un demi-jour de garde d'une voisine. La plupart du temps, il joue dans l'église pour éviter d'être bousculé par les plus grands. Réceptive à l'environnement familial, Thérèse cherche à faire plaisir et à rendre service. Très vite responsable, c'est une grande sœur merveilleuse à l'écoute de ses cadets. Pour les occuper, lorsque sa mère est partie travailler, elle utilise son imagination pour inventer de nouveaux jeux. Sa préférée est la petite dernière, un bébé de 18 mois, qu'elle couve comme son petit poussin. Au moment où l'inspecteur entre dans l'édifice, Thérèse aide le petit Pierrot à rentrer sa chemise dans le pantalon. « Et cesse de faucheler à ton tischke, lui dit-elle, ou cesse de te tripoter le bigoudi. » Elle se tourne ensuite vers le plus grand qu'elle prévient. « Fais un peu attention, Bébert, quand tu t'abaisses, on voit ton début. » Eulalie, agenouillée non loin de là, entame la prière de sainte Thérèse d'Avila. « Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. » François s'approche de la sacristaine qui l'invite à parler de sa fonction. « C'est la plus importante des fonctions exercées dans l'Église, » répond l'intéressé, non sans une pointe de fierté. « Nous dormons, ma seconde et moi-même, dans la sacristie. Ensemble, nous sommes responsables de l'ouverture et de la fermeture des portes de l'église. Nous sonnons les cloches, entretenons les habits et les objets liturgiques, ainsi que le bâtiment. Nous ornons le maître-autel de draps liturgiques, préparons tout pour les célébrations. » La voix de Lali s'élève, douce et monocorde. « Je veux regarder le monde avec des yeux emplis d'amour, être patiente, compréhensive et douce, voir au-delà des apparences des enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun d'eux. » Marie-Françoise poursuit ses explications. Il y a également un sacristain pour les travaux lourds,
mais lui n'habite pas dans le béguinage. Le policier, subitement intéressé, sort son carnet et prend note de son nom et de son adresse, où il enverra les sergents de ville enquêter. « Je pense que vous êtes rémunéré pour votre fonction, » s'enquiert-il. « Oh oui, savez-vous que nous devons connaître le Confiteor et le Misereatur pour aider le curé à distribuer la communion dans l'église et dans les maisons ?» répond-elle, l'air de dire « ce n'est pas à la portée de n'importe qui ». Et puis nous supervisons la fabrication des grains de chapelet, d'hosties et de patenôtres dans nos couvents, et l'entretien des linges d'autel des églises environnantes. Donc oui, nous avons un salaire fixe, et nous bénéficions aussi des droits d'église lors des anniversaires et des enterrements. Et que pensez-vous de Clotilde? Avez-vous connaissance de tension? Eh bien, commence-t-elle. Dans l'église, on entend toujours Eulalie réciter. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les paroles qui bénissent demeurent en mon esprit. Marie-Françoise s'est arrêtée, hésite une seconde et reprend. Clotilde s'occupait des malades et cherchait à changer les coutumes. Voyez-vous, nous avons un protocole à suivre vis-à-vis des béguines malades. Lors de la Generalberechting, la distribution du sacrement des malades à Pâques et le dimanche pendant l'octave du Saint-Sacrement, les orgues sont joués et nous sonnons les cloches dès que le prêtre quitte l'autel avec le Saint-Sacrement. Toutes les béguines accompagnent le Saint-Sacrement jusque devant la porte de la malade. Lors de l'extrême onction normale, toutes les consoeurs sont informées. Elles s'habillent de leur surjupe pour accompagner le prêtre vers la maison de la mourante. 4 d'entre elles portent le baldaquin et 4 autres des lanternes. Les autres béguines suivent en priant. Lors du décès d'une béguine, les sœurs sont obligées de rendre une dernière visite à la morte et de prier pour son salut. La défunte est exposée en bière dans son meilleur habit avec une couronne, souvent la couronne de sa profession. Les sœurs se réunissent à l'église, portant le voile et la surjupe, pour prier en commun la grande vigile de 9 leçons. Eulalie entame le dernier verset de sa prière. « Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Ô Seigneur, revêt-moi de ta beauté et qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. » J'ai ouï dire qu'il existe un livre de contes, s'avance le policier. « C'est sûr, ça, dit-elle, en menant l'officier dans la sacristie où elle lui tend un carnet. Le clerc du sang ne reconnaît pas la couverture en cuir décrite par Marie-Joanne. Il ne laisse cependant rien paraître et poursuit son écoute. Dans les comptes pour les enterrements, vous retrouvez les dépenses pour la cire des cierges, l'ornementation de l'église et l'emploi du linceul noir, ainsi que pour les frais de la sacristaine, du curé pour l'administration de l'extrême-onction, du service funèbre et des 30 messes par la suite pour les béguines faisant la dernière toilette qui pendant 30 jours vont à l'offertoire, qui prient pour la défunte, la pleure, etc. Marie-Françoise a pointé les différents postes transcrits pendant qu'elle les explique. Le genre d'obsèque dépend de la fonction ou de la considération pour la défunte dans le béguinage. Le curé, les chapelains et les supérieurs sont enterrés avec plus de cérémonie que les simples béguines. Les ornements de l'église sont différents et des chants sont entonnés pendant le cortège funèbre. L'enterrement des béguines dans l'église est plus cher que l'enterrement dans le cimetière. Pour un corps inhumé dans l'église, on prie plus, on chante une messe de requiem avec 2 prêtres et on sonne plus longtemps la cloche.
En plus des béguines, les ecclésiastiques qui s'occupent des âmes, les receveurs, les tuteurs et les membres de la famille ont le droit d'être enterrés au béguinage. La sacristaine s'est tue, ne sachant trop si elle doit s'aventurer à parler de la défunte. L'officier, professionnel, sent l'examen de conscience en cours dans l'esprit de son interlocutrice. Il reste donc silencieux, et pendant un instant, aucun bruit ne résonne dans l'église, Thérèse ayant emmené sa fratrie à la maison. Comme il s'y attendait, l'écoute attentive du policier délie la langue de Marie-Françoise. Clotilde voulait que dorénavant, on n'enterre que dans le cimetière et que chaque béguine ait un même service funèbre sans égard à sa situation financière. La sacristaine ignore que l'inspecteur a déjà reçu ce renseignement. Il la remercie et quitte les lieux à son tour. Le soleil brûle la place et les rues de rayons fauves. Rejoignant la route baignée des rayons de midi, il songe. Clotilde aurait-elle été éliminée? C'est tellement gros, tellement impensable, s'étonne-t-il, incrédule. Thérèse a rejoint sa maman, qui, comme tous les samedis midi, emmène sa famille déjeuner chez sa mère. Les gosses se bousculent autour de leur grand-mère, l'un se plaignant d'être mort de soif, l'autre s'enquérant du menu du jour. De boterham met goed boter en doorbovenop ettenkaas, répond la bobonne. Une tartine garnie de bon beurre et de fromage blanc. L'aînée, quant à elle, veut connaître le fin mot de l'histoire des saucisses et demande « Zeg bobonne, waarvoor snijden je altijd de tjoepjes van de saucissen af, wil je dat je ze bakt? » Dat weet ik niet, répond la grand-mère. Maar ik heb mama dat altijd zien doen. Ah wel, we zullen je dat deze achternoon vragen als we bij haar gaan. Dites, bobonne, pourquoi coupez-vous toujours le bout des saucisses avant de les cuire? Je ne sais pas, j'ai toujours vu maman faire ça. Alors nous lui demanderons cet après-midi quand nous irons lui rendre visite. Dans le courant de l'après-midi, la maman de Thérèse emmène effectivement ses enfants rendre visite à leur arrière-grand-mère à l'hospice. La petite Thérèse, impatiente, pose une nouvelle fois sa question. Zeg, mama, waarvoor snijden je vroeger altijd de tjoepjes van de saucissen af, wil je dat je ze bakte? Oh God, s'écrie la vieille dame. Gebruikt de galen nog altijd dat kleine panneke? Dites, Boma, pourquoi coupiez-vous toujours le bout des saucisses avant de les cuire? Ah ben ça alors, vous utilisez encore toujours cette petite poêle? En fin d'après-midi, Angèle, comme elle en a pris l'habitude, a rejoint Jeanne qu'elle aime bien. Petit à petit, elle lui enseigne les usages au sein du béguinage. La communauté tient ses chapitres à des moments réguliers, la plupart du temps mensuellement, pour tout le béguinage et chaque semaine dans les couvents face à la maîtresse. C'est quoi ces chapitres? Demande la jeune ado. Des moments où les béguines peuvent s'accuser elles-mêmes ou leurs consoeurs de transgression. La grand-maîtresse, de concert ou non avec les autres maîtresses et le curé, prononce une sanction qui peut prendre différentes formes. Prière supplémentaire, mortification, amende, jeûne, châtiment corporel, défense de quitter le béguinage pour une période déterminée et déménagement vers une autre habitation. La sanction la plus lourde est l'exclusion définitive du béguinage. Ah oui, s'inquiète Jeanne. Mais qu'est-ce qu'elles font pour mériter ces punitions? Une faute légère, c'est par exemple un comportement agité durant le service religieux, des vêtements qui ne sont pas en ordre, une béguine qui scandalise ses consoeurs, qui a des rapports trop libres et inconsidérés avec un homme, ou qui parle à un homme suspect, ou qui donne lieu à des rires effrénés, dit Angèle en pouffant de rire.
étant la première à raconter des blagues. La pénitence est un psaume, une série de patères et d'avés, une mesure disciplinaire ou un jeûne. Et une faute grave, des querelles en présence de laïcs, l'incitation aux querelles, de faux témoignages ou accueillir des hommes dans sa chambre ou dans l'espace commun sans raison fondée. Pour ces faits, la béguine peut être obligée de s'agenouiller publiquement pendant la lecture de l'épître au cours de la messe ou d'aller de maison en maison demander le pardon. Jeanne a les yeux grands ouverts, incapable de s'imaginer la scène. Angèle en rajoute une couche. Il y a des fautes plus graves encore. Ce sont les querelles de béguine avec le curé ou la grand-maîtresse, la conjuration ou l'incitation à la désobéissance envers les supérieurs, l'incitation au mal, boire en compagnie d'hommes ou commettre des actes suspects à des endroits suspects ou à des moments suspects. Les jeunes béguines qui quittent le béguinage sans autorisation commettent également une faute grave, dit-elle dans un léger rire embarrassé. Les peines possibles sont porter l'eau bénite de façon pieuse durant l'antienne aspergesmine ou être exposé sur la roue. C'est quoi un antienne? Un chant exécuté par 2 chœurs qui se répondent en alternance, explique-t-elle avant de poursuivre. Par fautes les plus graves, on comprend le refus acharné de se plier aux règles ou sanctions, de passer la nuit sans permission en dehors du béguinage, de laisser entrer un homme pendant la nuit, de voler ou d'inciter quelqu'un à l'impureté. Les sanctions possibles sont passer devant toutes les maisons du béguinage en portant une verge, ne pas quitter le béguinage pendant une période déterminée ou l'exclusion définitive. Le soir, la jeune dentelière fait chauffer de l'eau sur le poêle du salon, monte le broc à l'étage et aide Constance à faire sa toilette avant de la coucher dans les draps qu'elle a pris soin de bassiner au préalable. La vieille dame étant frileuse en toute saison. Angèle a comploté avec les jeunes drapières du couvent qui ont l'autorisation exceptionnelle de sortir le premier et le dernier des 7 jours de festivités qui vont culminer le 21 juin avec les feux de la Saint-Jean. Après avoir soupé avec elle de pain et de lait coupé d'eau tiède, Angèle attend que Constance se soit endormie pour rejoindre la bande en stummelings, en cachette, donc en secret. Se tenant 2 par 2, les 4 amis, excités, trottinent allègrement vers les quais où, tous les soirs, des feux de joie sont allumés pour célébrer le bicentenaire du commencement des travaux du canal. Les jeunes filles sont impatientes de courir les bagues, ce jeu d'adresse qui consiste à atteindre un anneau suspendu avec le bout d'une lance. Poussent des cris d'admiration en voyant les géants danser sur un navire. Redoublent de passion lorsqu'elles découvrent les monstres marins portant les dieux de la mer qui lancent des pieds artifices. Jeanne, elle, reste au couvent avec ses camarades qui, comme elle, sont interdites de sortie. Qu'à cela ne tienne, la plus âgée d'entre elles a prévu une veillée qui promet aussi d'être exceptionnelle. D'ordinaire, lorsqu'un temps de lecture collective est prévu en soirée, le choix se porte toujours sur l'un des livres prescrits. En effet, il est stipulé dans les statuts que les béguines ne peuvent lire les livres d'une matière supérieure qu'avec le consentement de leur confesseur. La Bible, par exemple, doit être expliquée par le clergé, et seules 17 béguines, citées nommément, ont l'autorisation de lire, sous l'égide du curé, le Nouveau Testament dans une traduction française ou néerlandaise approuvée. C'est d'ailleurs par ce biais-là que le curé s'est rapproché d'Élisabeth. Hormis l'écriture sainte, la culture livresque des béguines se limite au De Imitatione Christi de Thomas à Kempis, un traité sur la pratique d'une vie vertueuse et de piété selon l'enseignement du Christ dans l'Évangile. La Vita Begae de l'abbé Van Rijkel,
les Exercitia Theologiae Mysticae d'Eschius, qui accentue avant tout la dévotion au Christ, et la Brevis Sanctaque Vivendi Formula, qui accentue la mystique de la Sainte Trinité, et aux œuvres du jésuite Franz Koster, comme son catéchisme et ses livres de méditation et de prière. Ce soir, les jeunes filles ont convenu de se rassembler après le couvre-feu dans le dortoir. Assises en cercle à même le plancher, la robe de nuit bien tirée au-delà des genoux, elles attendent impatiemment que leurs camarades dévoilent la surprise. « Nous n'allons tout de même pas sombrer dans des lectures pernicieuses qui gâtent l'esprit, dit celle-ci, singeant la voix du curé. Puis elle commence à conter à voix basse la légende qu'elle leur a réservée. C'est un marchand de Gembloux, nommé Nicolas Peers, accompagné d'un coutelier de Namur, qui se rend à Bruxelles. Peers a un chien dont l'intelligence, dit-il, surpasse toute imagination. Et pour prouver ce qu'il annonce, il prie le coutelier de vouloir marquer avec un couteau une demi-couronne qu'il lui présente. Maintenant, continue-t-il, je parie un bon déjeuner pour demain, que je vais jeter cette pièce de monnaie dans l'herbe, au pied de ce chêne, sans que mon chien la voie. Qu'arrivé à Wavre, je le ferai retourner pour la chercher, et qu'il me la rapportera à Bruxelles, à notre auberge de la rue de la Drèche. « Va pour le déjeuner, dit le compagnon namurois, et apprête l'autre demi-couronne pour payer les frais. » Moustache est envoyé en avant, et la pièce jetée. Arrivé à Wavre, Peers l'appelle et lui montrant une demi-couronne lui dit « J'ai laissé en route une pièce semblable à celle-ci. Tu vas retourner et me la rapporter à Bruxelles. » Aussitôt, le chien prend son élan et disparaît aux yeux du maître et de son compagnon qui, continuant tranquillement leur route, arrivent le soir à Bruxelles. Moustache, de son côté, trotte le nez au vent et arrive bientôt près du chêne. Il s'arrête court et se met à flairer. Un ouvrier liégeois qui se rend à Bruxelles est assis et vide d'un air joyeux une gourde bien remplie. Après avoir bu copieusement, l'ouvrier se lève et se remet en route. Au bout de quelque temps, s'étant aperçu qu'un chien le suit pas à pas, il regarde de tous les côtés pour s'assurer qu'aucune personne à qui ce chien puisse appartenir ne soit dans les environs. « Il paraît qu'il n'a pas de maître et qu'il aime à me suivre, dit-il. Eh bien, grâce à Dieu, j'aurai un ami. Silencieux, il est vrai, mais fidèle. Et ma foi, quand il y a du pain pour le maître, il y en a pour le chien. » Entré assez tard à Bruxelles, il vient se loger dans une auberge d'ouvriers au coin de la rue de la Drèche et du vieux marché au grain, demande un lit et, toujours suivi de Moustache, va se coucher, après avoir fermé soigneusement sa porte. En se déshabillant, il a jeté sa braie, c'est-à-dire sa culotte, sur une chaise. Aussitôt, Moustache, sautant dessus, s'y installe sans façon. Le lendemain, le liégeois se lève assez tard et, aiguillonné par la faim, il ouvre sa porte pour demander son déjeuner. Dès que Moustache voit la porte s'ouvrir, il prend dans sa gueule la culotte, qu'il n'a pas quittée de toute la nuit, et d'un bond, il est sur le palier. De là, dans la rue, puis, quelques secondes après, il entre d'un air triomphant dans l'auberge où sont logés le coutelier et son maître, au pied duquel il dépose la culotte de l'ouvrier. « Enfin !» s'écrie Peers. « Le voilà, mon vieux !» Tu cesseras, j'espère, tes sarcasmes, car si Moustache n'a pas rapporté la demi-couronne, il me rapporte au moins une braie. Il se met en devoir de la ramasser, mais en la secouant, il en fait tomber quelques pièces d'argent. Moustache, se précipitant sur l'une d'elles, la porte à son maître. C'est la demi-couronne qui avait été jetée dans l'herbe
et que l'ouvrier, en s'asseyant près du chêne, avait trouvée et mise dans son gousset. Pendant que le coutelier s'avoue vaincu, un grand bruit se fait entendre dans la rue. C'est le liégeois qui, revêtu d'une grande houppelande et suivi d'une bande de petits gamins, réclame sa braie et son chien. Tout s'expliqua enfin, et le dîner auquel il fut invité par les deux parieurs fut des plus copieux et des plus gais. Les libations se renouvelèrent si souvent en l'honneur de la race canine que la raison des trois buveurs alla se perdre dans le fond d'un dernier double pot de faro. Depuis cette époque, la rue de la Drèche a perdu son nom primitif et est appelée rue de la Braie. 3 heures plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais, bégaye Jean, l'aide de l'infirmerie, se dandinant d'un pied sur l'autre, il reste planté dans ses godillots qu'il n'a pas pris le temps de lasser à l'entrée de la chambre du curé. Il triture nerveusement son béret de ses doigts calleux, terrifié à l'idée de réveiller l'ecclésiastique ouvertement fatigué des tracasseries éternelles de couvent. « M'en excuse, mon père, elle danse de nouveau dans l'église, dit-il. » C'est que, animés par le bruit des festivités voisines, nombre de béguines ont suivi Claire qui adore la danse et qui répète en boucle avec quelques-unes de ses camarades une chorégraphie toute personnelle. « Potverdek, réplique le religieux, ça fait 3 fois que tu me sors de mon lit en pleine nuit pour ces folles. Elles ont le diable au corps, ces femmes.